Déjà, moi, quand j'étais à l'école, je me souviens très bien, j'ai 14 ans et je suis en classe et bon, je m'ennuie, vraiment, je m'ennuie très très fort. Et je me dis, mais qui s'est dit, on va prendre les ados, on va les mettre à 25 dans un local, 8 heures par jour, ils vont trop bien apprendre. Quand l'école va comprendre qu'en fait, c'est le facteur humain qui donne, c'est le facteur humain qui nous fait grandir, là, je pense qu'on aura quelque chose à gagner. Il faut vraiment, vraiment, vraiment bien préparer les enfants. Parce que c'est pas que la matière qui fait qu'ils réussissent. Ikigai, là, vraiment les outils pour la vie, quoi. C'est pas que des têtes bien remplies avec plein de choses dedans. J'ai besoin qu'ils sachent quel outil je sors à quel moment. Mais je trouve que les jeunes, aujourd'hui, on les sous-estime un petit peu. Je pense que Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est parti. Bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc je fais une petite présentation. Donc tu es la fondatrice de l'école Ikigai de Liège, l'école secondaire, c'est ça. Donc après plusieurs années dans l'enseignement classique, tu as choisi de créer une école différente. Ouais. Un espace où les jeunes peuvent apprendre à leur rythme, découvrir leur talent et donner du sens à ce qu'ils font. Mais avant qu'on parle de ton école et de ta vision de l'éducation, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour apprendre à te connaître, pour voir un peu qui se cache derrière ce beau projet. Parce qu'on ne se lève pas un matin en se disant « je vais créer une école différente ». Il y a toujours une histoire derrière. Donc alors, première question que j'ai à te poser, c'est quel a été ton déclic où tu t'es dit « tiens, je vais créer quelque chose, je vais créer ce projet ». Donc là, tu viens de le dire, moi j'étais enseignante pendant 10 ans dans le traditionnel. Ok, 10 ans quand même. Ouais, c'est long. C'est long. J'ai donné cours surtout en immersion. Donc, j'étais souvent impliquée en fait dans des sections dans lesquelles il y avait déjà une vision un peu différente de l'enseignement, puisqu'on donnait des cours histoire, géographie, etc. Mais on donnait déjà des cours en anglais. Et après un peu avant 10 ans, c'était vraiment la fin, mais j'étais très frustrée de voir qu'il y avait beaucoup d'enfants dans les classes qui ne trouvaient pas leur place, en fait. Ouais. Et j'avais l'impression qu'ils avaient tellement plus à offrir que les 50 minutes que moi, je les avais en classe. Et j'étais un peu frustrée pour eux, parce que je me suis dit, si ce n'est pas à l'école qu'on leur donne la possibilité d'être eux, alors à quel moment on le fait? Parce qu'en fait, quand on sort de l'école, on a déjà 18 ans, et puis les choses après s'enfilent. Ça, c'était une première chose, et je crois aussi que ça a touché quelque chose chez moi. Parce que déjà, moi, quand j'étais à l'école, je me souviens très bien, j'ai 14 ans, et je suis en classe, et bon, je m'ennuie, vraiment, je m'ennuie très, très fort. Et je me dis, mais quel est l'imbécile qui s'est dit, on va prendre les ados, on va les mettre à 25 dans un local, 8 heures par jour, ils vont trop bien apprendre. Et je me suis dit, mais... Enfin, c'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, je pense que moi, déjà, j'étais dans ce questionnement-là, mais bon, après, on oublie, voilà, on devient grand, on a d'autres choses en tête. Et puis, le fait de le vivre, c'est comme si ça m'a rappelé, en fait. Ah ouais, un genre de trauma, en fait, quoi. Ça n'a toujours pas changé, en fait. On est toujours 25 dans une classe pendant 8 heures et on s'attend à ce qu'on apprenne des choses géniales. Donc voilà, c'était un peu, je pense, la combinaison. Bon, après, il y a eu des tas d'autres choses. Je suppose que dans les questions, on y viendra, mais ça a été vraiment deux combinaisons. Où je me suis dit, tiens, il est peut-être temps de faire quelque chose. Ouais. Et du coup, toi, quand tu es jeune, déjà à 14 ans, tu te posais ce genre de questions, mais est-ce que déjà là, tu avais ce côté un peu remise en question du système, où tu t'es dit, bon, c'est des questions que je me pose, je fais mes études, on verra plus tard? Pas à 14 ans, je le vivais. Tu le vivais, à 14 ans, je ne me projetais pas. Donc, moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, on parle il y a 25 ans. C'est une autre époque, on n'avait pas encore les téléphones et tout ça. Donc, je ne me projetais pas. J'étais fort dans le moment, à l'instant. Maintenant, j'ai toujours été intéressée par plein de choses. Passionnée par l'éducation. Et puis, à 18 ans, je suis partie en Angleterre pour apprendre l'anglais. Mais en fait, quand je suis partie à 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'apprentissage des langues. Ok. Et donc ça a un peu été j'ai pas du tout étudié parce que j'étais en Angleterre, donc les études étaient en anglais, mais j'ai pas étudié la linguistique. Donc je ne me suis pas, c'est pas quelque chose à ce moment-là qui germait. Je pense que c'est plus tard. Après, je suis devenue maman aussi, donc j'étais enseignante et maman. Et je me suis, là on se projette un peu plus parce qu'on a un enfant. Moi, ma grande, elle a 8 ans. Elle a toujours été très, très, très éveillée. Elle savait déjà lire avant de rentrer en primaire. Et pourtant, j'étais pas... j'avais déjà 2 enfants. Donc, j'ai pas essayé de la stimuler c'était en naturel, particulier. Naturel, en tout cas, elle était assez attirée par ça. Et très vite, je me suis dit, mais tiens, quel genre d'ado elle sera? Est-ce qu'elle sera comme moi à se poser ces questions? Et donc, en fait, le questionnement est revenu.
Et je pense qu'avec elle, avec elle, je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait peut-être intéressant de créer un espace dans lequel des enfants comme elle, des enfants qui ne trouvent pas leur place dans le système traditionnel pourraient s'épanouir, exister, vivre, être. Après, on peut choisir les mots qui conviennent, mais voilà. Donc, je pense que c'était vraiment une combinaison de tout ça. Ok, et au moment où tu te dis, je vais faire ça, comment est-ce que tu as mis en place les choses? Tu t'es renseigné? Déjà, pourquoi Ikigai? Alors, c'est très drôle parce que tout à l'heure, dans l'introduction, tu as dit, on se lève pas un matin avec ça. Bah ouais, c'est ça. Et moi, je me suis levée. Ah, c'est vrai. Ah ouais. C'est très bizarre. Alors, je sais pas si tu es un peu connecté ou pas. Et peut-être les gens, ils vont croire que je suis un peu... Je me suis pas levée un matin. Mais attention, et je me suis dit Einstein ça. et Tesla, ils avaient des trucs comme ça. Donc, Eh ben, en fait, alors je vais pas dire je me suis levée un matin, mais c'est un peu, je ne sais pas dire quel jour je me lève et quel jour je me dis allez let's go on y va. Mais entre le moment où j'ai décidé d'ouvrir, c'était en novembre 2018. On a ouvert en septembre 2019. Ah ouais. Donc ça a été let's go on y va quoi. Ah ouais, donc en fait, voilà c'est. Je crois que j'étais arrivée à un moment où il y a une espèce d'énergie et pour moi c'était aujourd'hui c'est parce qu'on parle d'ikigai etc. Donc pour moi c'était plus une mission de vie en fait. J'étais déjà dans l'éducation, je me sentais un peu inutile en fait dans là où j'étais dans l'éducation et donc je crois que c'était un peu j'ai senti que j'avais une énergie qui était là et let's go on y va et en fait alors je me suis pas posé de questions sur le chemin. Très bizarre, en fait c'est un moment de voilà, c'est une mission, on se dit bah en fait c'est ça tu le fais quoi. Bah tu le fais en fait et tu ne te poses pas la question à ce moment-là. Et alors c'est drôle parce qu'on faisait des séances d'infos au début donc on est au mois de novembre, moi je me dis bon OK, allez let's go, on y va, il faut que je le lance et je me suis dit et je voyais les livres que tu avais ici, donc à mon avis, tu dois peut-être bien comprendre ça aussi. Je me suis dit, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, et là, je vais vraiment râler. Parce que je vais me dire, purée, j'avais eu l'idée en première, j'aurais dû foncer. C'est vrai. Donc, il y a quand même une graine d'entrepreneuriat qui est là, et on se dit, let's go, on y va. OK. On est en novembre, je me dis, bon, allez, OK, je lance. Je me dis, je lance pour septembre. Tout le monde me disait, impossible, t'arriveras pas possible, pas de fonds. Et j'avais pas des fonds propres, enfin, voilà, tout est... et puis arrive décembre, donc novembre-décembre, c'était vraiment la période de la création du projet pédagogique. Mais comme moi, je suis déjà dans l'enseignement pendant 10 ans, je suis déjà très au clair avec, bah oui, ça va être comme ça, ok, on va faire comme ça, on va avancer comme ça, les élèves, les parents, enfin, j'étais très, très claire. Arrive le 29, donc j'ai été visiter des endroits. Et on me propose un bail précaire, c'est pour ça que je l'ai parlé tout à l'heure. Je me dis, un bail précaire, pourquoi pas, ça m'engage à rien, ça fonctionne, je fonce, ça fonctionne pas, je m'en vais, c'est très bien, j'ai rien perdu. Et je trouve un local plus ou moins, mais dans lequel je pouvais accueillir les gens pour faire des séances d'info. Et donc, je fais une première séance d'info le 29 janvier. Mais le 29 janvier, quand tu lances un projet comme ça, la séance d'info, il n'y a pas des futurs clients. Hein. Il y a papa, maman, il y a mon frère, ma soeur, enfin voilà, il y a la famille, les cousins, tout le monde qui vient pour supporter. On appelle les amis, voilà, on était une cinquantaine et on a l'impression que ça fait du monde. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas vraiment les futurs clients. C'est plus pour se dire, OK, allez, on lance quelque chose. Une semaine plus tard, on fait une deuxième séance d'info où là, il y a 6 personnes. Et là, je me suis dit, mince, 6 personnes, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et puis après, ça s'est enchaîné. J'ai planifié toutes les 4 semaines une séance d'info. Et donc, parfois, on est 20, parfois, on est 4, parfois, on est 10, parfois, on est 30. Mais il ne faut pas se laisser... Moi, à ce moment-là, je me dis, allez, tu fonces. Faut pas, c'est ça, pas se poser des questions, quoi. Et voilà. Et puis, les inscriptions, on commence à avoir des inscriptions, des personnes qui sont vraiment intéressées. À ce moment-là, ce qui est difficile, c'est que nous, on vend un projet qui n'existe pas encore. Je ne sais pas convaincre en disant oui mais regardez on l'a déjà fait. Mais il n'y a pas de preuve sociale. Beaucoup de preuves en fait à ce moment-là. Maintenant je crois qu'on était à ce moment-là dans un monde où c'était plus est-ce que les gens te sentaient ou pas, est-ce que les gens avaient envie de te faire confiance ou pas. Aujourd'hui on est sur un autre mode de fonctionnement. Et donc à ce moment-là, le bail précaire se termine écoutez, désolé, on vend le bâtiment, il faut y aller. Et donc en fait je me retrouve sans bâtiment et avec une quinzaine d'inscriptions. Et là, je me dis, purée, j'ai 15 inscriptions, je ne vais pas lâcher maintenant, mais j'ai plus de bâtiment. Et là, je me souviens, dans toutes mes lectures et toutes mes recherches, etc., que tous les grands ont commencé dans leur garage, en fait. C'est vrai. C'est un gros... c'est quelque chose de bien connu. Et là, j'annonce à mon mari qu'en fait, on va le faire chez nous à la maison. Et que nous, on va déménager, quoi. Donc, nous, on va prendre un petit appart. Ça coûtait moins cher de prendre un petit appartement que louer
un commerce ou avoir un bail commercial. Ouais. Et donc, je lui dis, écoute, la maison, c'est facile, on est propriétaire, donc on pourra faire ce qu'on veut, ça va aller. Et on a la chance, en fait, d'avoir dans notre maison un plateau ouvert, en fait. Donc, on a presque 300 mètres carrés, mais on a 2 plateaux qui sont ouverts. Et donc, ça se met assez bien pour cette première année. Et donc, on déménage de chez nous en juillet. Et puis, on commence à acheter tout le matériel. 2019 ouais. Putain. Puis, on démarre. Incroyable. Un appart, ouais. D'abord, on est passé par la case les parents. ouais. C'est toujours un peu gênant, quoi. On a 35 ans avec 3 enfants et son mari. Et donc, on a un peu débarqué avec les valises chez mes parents en disant, bon, c'est juste le temps de trouver l'appartement. Ouais. Et voilà. Puis mais c'est bien parce que du coup, l'histoire, le storytelling, il est incroyable. Ah ben, en fait, aujourd'hui, quand j'en parle, je crois que j'oublie parce qu'entre-temps, on a acheté un autre bâtiment, on est retourné habiter chez nous. Enfin, voilà, il y a déjà eu plein de choses. On parle il y a 5-6 ans, mais ouais, c'était... En fait, j'ai juste pas douté, quoi. Ouais. Ah, tu t'étais confiant. J'ai pas douté. Mais aujourd'hui, quand je lance un projet, je doute beaucoup plus qu'à l'époque. Ah, c'est vrai ? Bizarrement, ouais. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Mais et pourquoi, du coup, pourquoi Ikigai, tu vois ? Parce que on entend... Le nom Ikigai ? Enfin, peut-être le nom, mais surtout la méthode, parce qu'on entend parler souvent de Montessori. Ouais. Est-ce que c'est similaire ou est-ce que c'est quelque chose de différent ? Alors, on a appelé l'école Ikigai parce que l'idée, c'était qu'il y avait un concept derrière. Donc, le concept Ikigai était méconnu à l'époque, en tout cas pas aussi connu qu'aujourd'hui. Les méthodes d'apprentissage Montessori, Steiner, les écoles démocratiques, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient. Pas tellement à Liège, donc les méthodes, on appelle ça dans le jargon, c'est les écoles alternatives. Existait un petit peu moins à Liège. Et donc, en fait, Ikigai, l'idée, c'était de garder quand même une pédagogie du traditionnel, parce que je ne voulais pas faire de la pédagogie alternative complète, mais de nous laisser quand même une marge de manœuvre de le développement de l'enfant, le développement personnel, la gestion des émotions, toutes sortes de choses, en fait. Parce que nous, à l'époque, on avait appelé ça l'ouverture sur le monde, en fait. Okay. Donc, le fait de s'ouvrir sur le monde, ça permet à l'enfant de se développer. Et en fait, on peut apprendre de n'importe quel apprentissage, n'importe quelle situation on peut apprendre. Et c'était ça, en fait, l'idée, c'était de décloisonner l'école. Et j'avais l'impression que Ikigai, donc le concept d'Ikigai qui est en fait les 4 cercles, c'est l'intersection des 4 cercles. Donc on a un cercle dans lequel on parle de ce qu'on aime, donc les choses qu'on aime faire. Dans un cercle, on va parler des choses dans lesquelles on est bon. Parce que parfois on est bon dans des choses, mais c'est pas forcément pour ça qu'on aime bien les faire. Ouais, c'est vrai. Je donne un exemple, souvent... moi, je sais traduire des textes, que je suis parfaite bilingue en anglais, donc je sais traduire des textes, mais je n'aime pas le faire. Mais je sais que je suis très douée, je sais faire ça assez rapidement. Il y a un bel exemple avec Michael Jordan, qui son rêve a toujours été de faire du baseball, mais il était excellent au basket, et qu'il a arrêté le basket, il a voulu faire du baseball, mais ça n'a jamais marché. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est donc fou. on peut être très bon dans quelque chose, ou on peut aimer, enfin voilà, ça c'est les deux premiers cercles, et puis les deux ensuite, c'est ce dont le monde a besoin. Moi, quand j'ai lancé Ikigai, j'avais l'impression qu'on avait besoin à Liège d'avoir une école différente. J'aime pas trop utiliser le mot différent. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on propose une autre école, une autre approche au traditionnel. Et puis le dernier, c'est comment est-ce que je vais gagner ma vie avec ça. Donc, c'est l'intersection de tout ça qui est ton Ikigai et c'est ça qui te donne envie de te lever le matin. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de raison qu'on travaille sur son Ikigai à 20, 30, 40, 50 ans. En fait, on peut très bien déjà, plus jeune, se dire, bah tiens, ça j'aime, ça, je sais que ça c'est un point fort, j'observe quand même le monde, parce qu'on serait surpris. Hein. Les ados aujourd'hui, quand même, ils ont une vision du monde. Bien sûr, ouais. Je trouve qu'ils sont quand même vachement plus avancés que nous, on aurait pu l'avoir. C'est vrai que la plupart des projets un peu, les choses qui font bouger, les personnes qui font bouger les choses, souvent on voit que c'est de plus en plus des jeunes au niveau associatif ou d'autres domaines, alors que les vieux sont un peu là, en mode un peu boomer, comme on dit. Alors, moi je suis prudente parce que je suis un peu entre les deux, donc je n'utilise pas trop les vieux. Moi aujourd'hui, j'appelle des personnes avec plus de sagesse, on va dire. Plus de sagesse, Mais je trouve que les jeunes aujourd'hui, on les sous-estime un petit peu. Je pense qu'on on peut les éduquer. On peut les éduquer, on le fait, hein, je pense que la majorité des parents le font, mais dans toutes les situations, on pourrait les impliquer. Hein.
Et ça, je le dis très, très souvent, en fait, quand ils se sentent utiles. Mais même à la vie familiale, hein, utile, ça peut être, voilà, ils ont la responsabilité d'un budget vacances, ils ont la responsabilité d'un repas de famille. On va dire, tiens, aujourd'hui, c'est toi qui gères le repas de famille, etc. C'est des choses simples, mais je trouve que plus on va les impliquer, et plus, en fait, ils vont prendre part. Ils vont prendre part d'abord dans leur microcosme, dans la famille, puis après, ils ont envie de prendre part à la société, et puis après, ça agrandit. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a besoin, justement, de changer un peu le système éducatif parce que, moi je veux dire encore jeune, tu vois, j'ai 31 ans et moi il y a beaucoup de choses qui m'ont freiné dans le système éducatif, qui m'ont vraiment bien freiné mentalement et vraiment concrètement, on va dire ça comme ça. Mais c'est des choses que je peux aujourd'hui le faire parce que j'ai 31 ans et aujourd'hui je m'en fous, mais à l'époque c'est vrai que on est jeune, quoi, donc quand les parents sont pas forcément présents, il reste le système éducatif et quand là il y a personne, tu es là et tu suis le chemin qu'on te dit de suivre. Mais j'avais une question par rapport au fait que tu vois, on entend de plus en plus parler de tout ce qui est TDAH, HPI, etc., hypersensible. Est-ce que ton école justement permet de mieux apprivoiser ce type de personnes, parce qu'on a l'impression que de plus en plus de personnes découvrent qu'elles ont ça, et je vais même aller encore plus loin parce que j'ai discuté avec une amie qui est neuropsy, qui m'a expliqué qu'en fait il y en a encore plus qu'on ne le pense, c'est-à-dire que tu vois, que ce soit la dyslexie, HPI, en fait vraiment beaucoup de personnes ont au moins une des catégories de je vais pas dire, c'est pas un trouble, mais quelque chose dans le cerveau, on va dire ça comme ça. La majorité de nos élèves ont une de ces, j'appelle ça des spécificités, moi, que ce soit ils sont avancés ou des HPI, ou ça peut aussi être l'hypersensibilité, hein, c'est pas répertorié comme tu viens de dire, mais le trouble de l'attention, etc. Voilà, c'est des choses qu'on entend très souvent. La question c'est, est-ce qu'ils ont la place chez nous? C'est ça que tu veux dire? Est-ce que toi, tu arrives à exploiter mieux leur potentiel avec ton système éducatif? Je ne sais pas si moi j'exploite, mais en tout cas ils ont une marge de manœuvre de l'apprivoiser. C'est pour ça que j'ai repris tout à l'heure le mot, pour moi c'est apprivoiser, c'est apprendre à vivre avec, et que ça devienne une force, et que c'est pas une faiblesse. Et c'est comme dans le cercle Ikigai où on dit ce qu'on aime ou ce en quoi on est bon. Ok, tu as peut-être une difficulté à faire ça, mais c'est pas pour ça que tu ne sais pas arriver là où tu as envie d'arriver. Donc en fait, pour moi, un problème devient un problème si on en fait un problème. C'est ça, donc, ça veut dire qu'une dyslexie peut devenir un problème si on en fait un frein. Mais ça peut aussi être un levier. Ça peut aussi nous pousser à arriver à utiliser d'autres formes d'intelligence et de facilité qu'on a pour arriver là où on a envie d'arriver. Donc oui, on a quand même pas mal d'enfants qui ont... mais je crois que c'est chez nous comme ailleurs, hein. C'est parce que chez nous, on en parle très librement. C'est ça. Oui, et puis comme tu as dit, le fait que vous en fassiez une force, ça permet à l'enfant de pouvoir mieux exploiter ça. On en fait une force, mais c'est pas facile à vivre au jour le jour. Non, j'imagine, dans une classe, alors chez nous, c'est des petites classes, hein, ils sont 6, entre 6 et 8. Mais dans une classe, et je pense que dans les grandes classes, c'est comme ça aussi, ce que j'ai déjà parlé avec des enseignants qui m'ont confirmé, mais dans une classe de 6 ou 8 où il y en a un qui parle beaucoup, un autre, il ne faut pas faire trop de bruit, il y en a un qui bouge tout le temps, il y en a un qui a besoin de sortir, il y en a un qui lui faut du calme. C'est un petit peu compliqué, franchement, et voilà, et je sais que dans les grandes classes, c'est encore plus compliqué. Mais maintenant, dans les grandes classes, je pense que ces élèves-là, en tout cas dans les secondaires, hein, moi je ne parle pas dans les primaires parce que j'ai donné cours en secondaire, ça pourrait être des enfants qu'on retrouve au fur et à mesure de l'année sur le fond de la classe, quoi. Parce qu'en fait, je crois que moi c'était un peu pareil, à un moment on s'efface un peu en fait, et on est là et on attend que ça se passe, parce qu'on se dit de toute manière, voilà, c'est comme ça. Et en fait je crois qu'on s'éteint. Et pour moi, c'est important d'arriver à garder la flamme. Alors, je ne dis pas que tous les élèves d'Ikigai, on arrive toujours à garder la flamme, parce que nous, on a une marge de manœuvre. Après, le rôle principal, c'est l'enfant qui est là, quoi. Donc ça, c'est lui qui doit avoir aussi envie d'avancer et d'atteindre des choses ou avoir des objectifs, etc., quoi. Ouais. Et quand tu as créé ton école, est-ce que tu as eu des freins? Est-ce que tu as eu des obstacles? Oui, beaucoup. Mais alors, j'ai de la chance que moi, je ne m'en souviens pas, en fait. Des moments difficiles, je balaye. Je me dis toujours, je n'ai pas beaucoup d'espace dans mon cerveau pour me trimballer des remords et des regrets, etc. On a eu des coups durs parce que, regarde, nous, on a lancé en septembre 2019 et le Covid est arrivé en mars 2020. J'allais te poser la question, donc, justement. En fait, ça veut dire qu'on était en plein... ça a été vraiment, vraiment compliqué. Alors, bizarrement, mon verre, il est toujours à moitié plein.
moi, je pense que le Covid, ça a été positif pour nous. Alors oui, c'est sûr, on a commencé l'année et puis on a dû faire pause, en fait, à ce moment-là. Mais ce moment de pause, pour moi, il a été indispensable pour la suite des années. Ouais. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis de me dire, attends, une seconde. Tu connais ça, les colonnes de ça, ça, j'aime bien, je garde, ça, c'est moitié, peut-être on va améliorer, et ça, je fais plus. Tu vois, tu sais, les 3 colonnes. Moi, ça m'a vraiment permis de me dire, OK, est-ce que l'école, là, après 6 mois, elle tourne comme j'ai envie ? Elle tournait pas comme j'ai envie, parce que je passe des détails, mais on a eu des tas d'histoires à raconter. Donc, ça m'a permis, en fait, à ce moment-là, de recalibrer, je vais dire, reconfigurer un peu, de se dire, tiens, comment est-ce qu'on avance pour la suite ? L'année suivante, ça a été très dur parce qu'en fait, on n'avait plus beaucoup d'inscrits. Et je crois que c'est un peu la nomenclature économique aussi qui faisait ça. Et enfin, les gens ne savaient pas. Nous, on a beaucoup d'indépendants chez nous. Donc, je pense qu'il y avait un moment un peu incertain pour des indépendants. Et puis, on n'a pas lâché, quoi. On n'a pas lâché, puis on a continué. Et puis voilà, à ce moment-là, on avait 25 inscrits. On avait 25 élèves. Et puis on est repassé à 30, et puis on était 35. Et puis à 35, on s'est dit, OK, il faut un autre bâtiment, parce que 35, c'était déjà maximum. Et donc, on a changé dans un autre bâtiment. C'était en 2022. Et voilà, là, on est à 60. C'est très bien. 60 ? Ouais. Alors, et combien de profs ? On est une dizaine. Une dizaine. Ouais. Et comment tu as fait pour trouver des profs ? Est-ce qu'ils sont venus de manière automatique ou tu as dû aller les chercher ? Non, alors de nouveau, c'est comme je me lève un matin et je me dis, OK, let's go. je me lève et je me dis, bon, là, il faudrait vraiment que je trouve... Alors ça, tiens, je vais te raconter une histoire. Donc on est en Covid, enfin juste post-Covid, au mois de juillet 2020, et donc je suis avec quelques collègues qui étaient là, et on est en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour la rentrée, etc. Et puis je dis, mais en fait, il nous faudrait vraiment un prof de maths, quoi. Parce qu'il nous manquait un prof de maths, et je dis, ouais, il faudrait comme ci, comme ça. Crois-moi ou pas, quelqu'un sonne à la porte à ce moment-là. Ouais, il se reconnaîtra, et il pourra testifier que c'est vrai. Quelqu'un sonne à la porte, j'ouvre la porte, et le gars, il me dit, bonjour, je m'appelle... Enfin, je ne vais pas dire son nom, mais voilà, je suis prof de maths, je viens d'être diplômée. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance ? Et donc, le gars, il passe, il me donne son CV, quoi. Oh, putain. Et en fait, c'est drôle, mais les gens qui travaillent chez nous, souvent, ils sont arrivés... Enfin, voilà, j'en ai 2, c'est des anciens collègues que moi, je connaissais déjà d'avant, donc de l'école. Et puis, quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis, quelqu'un qui amène quelqu'un qui s'y tient, la personne qu'on viendrait. Moi, ce qui m'importe surtout quand je décide pour l'équipe, donc quand je dois choisir on appelle ça les encadrants, je ne même pas les profs, c'est surtout une personne qui, maîtrise la matière, évidemment, mais qui a envie de prendre les élèves de A à B. Parce que le B, chez nous, c'est les examens du jury central. Ouais. C'est pas une mince affaire, quoi. Donc, il faut être assez proactif, j'ai envie de dire, en se disant que l'examen final... C'est pas moi qui vais le créer, c'est un examen final qui est fait par le jury central. C'est fait à leur manière et pas à notre manière. L'examen de maths, c'est une 30aine de pages en 3 heures. Enfin voilà, faut vraiment, vraiment, vraiment bien préparer les enfants. Parce que c'est pas que la matière qui fait qu'ils réussissent. C'est un état d'esprit, il faut y aller, il faut pas être trop stressé, il faut pouvoir se gérer faut s'être assis pendant 3 heures sur un papier, il faut, quand c'est à Bruxelles, prendre le train le matin. Donc ça veut dire qu'il faut, c'est comme un athlète. Ouais, c'est un vrai accompagnement. Pour moi, c'est comme un athlète. On les prépare pour ces examens comme les athlètes de haut niveau, vraiment. Et je compare souvent avec l'équipe, je compare aussi le sport à ce que nous on fait. En tout cas pour la partie scolaire, je parle. Ok. En soi, dans la vie, c'est peut-être comme ça aussi qu'on devrait préparer les gens. La vie est une course, voilà, il y a des moments où on doit être là et on doit être présent et on arrive à l'heure et le moment du combat, c'est too late là. Enfin, je dis, c'est vrai, c'est en amont. C'est vrai qu'on retrouve vraiment tous les aspects psychologiques du sportif. Du sportif, hein. Il y a le stress, il y a le timing, il y a l'entraînement, enfin étudier. Ouais. Bien manger, bien dormir. Bien manger, bien dormir. C'est le cadre en fait. C'est ça. En fait, tu sais, tu parlais tout à l'heure des enfants qui soient TDA, TDAH, dyslexiques, hypersensibles, HP aussi au potentiel. Le point commun entre tous ces enfants, c'est le cadre. Ils ont besoin d'avoir un cadre. Ils ont besoin de pouvoir... Et moi, je dis souvent, on a un cadre. Dans le cadre, tu peux bouger. T'as une marge de manœuvre dans le cadre. Donc, tu peux bouger. Mais le cadre, il est quand même là. Et tu peux, à des moments dans ta vie, sortir du cadre. Ouais. Mais tu dois être conscient qu'il y a un cadre et que
il y a des moments où il faudra quand même rentrer dans le cadre, parce qu'on n'est pas sur une île déserte, et voilà, à un moment, le cadre, il est quand même là, et ça, on ne peut pas avancer comme ça avec les yeux fermés en disant le cadre, il est là, quoi. Donc, je crois que, pour moi, en tout cas, l'observation aujourd'hui, après 6 rentrées scolaires, c'est de se dire... nous, on a un peu durci. Hein. On était beaucoup plus... comment je vais en dire ? Moi, je dis souvent, on est strictement bienveillant. On est très bienveillant, mais j'aime bien qu'il y ait quand même un cadre. Ouais. 8h40, on commence. À 8h40, ils sont en classe. Jusqu'à 15h30, ils sont chez nous. À 15h30, ils sortent. Ils ne partent pas avant. Okay. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent être eux et ils ont la place de discussion et on parle beaucoup avec eux. Et, j'ai un élève là ce matin qui est arrivé, qui me dit, il est arrivé à 9h alors qu'on commence à 8h15. Donc je lui dis, tiens, t'es en retard, qu'est-ce qui s'est passé ? Il passe dans mon bureau, il dit. Et puis il me dit, écoute, tu sais quoi, c'était impossible de me lever ce matin, quoi. Et donc je lui dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Puis il m'explique qu'en fait, il dort pas. Et puis en fait, je me rends compte que ça fait déjà, ça fait déjà quelques nuits qu'il dort pas. Mais ce moment-là est indispensable. Parce que dans une école où on arrive en retard, on reçoit tout de suite le ticket, le papier à donner au prof, en fait, parce qu'on fait la file, parce qu'on est 50 à être en retard, et en fait, on passe, tu prends le ticket, tu arrives en classe, tu déranges tout le monde, le prof te refait la remarque parce que tu es en retard, et donc en fait, tu t'es déjà pris 3 remarques, il est 9h du matin, et tu n'as pas juste pu dire, mais en fait, ça fait 3 nuits que je dors pas, je suis pas au top, quoi. Bah ouais. Putain. Donc, je crois que parfois, il faut avoir juste l'espace de le déposer. C'est pas parce qu'on le dépose qu'on acte. Hein. Je veux dire, on va pas arriver au bureau tous les jours quand on est plus grand. On n'arrive pas au bureau toujours dire j'ai pas bien dormi. Ça doit pas affecter. Je crois qu'on doit rester professionnel de la même manière que je pense que de prendre mes 5 minutes à moi pour parler avec cet élève, ça lui apprend aussi que j'ai déposé, paf, je vais en classe et il a continué sa journée. Il était efficace dans son travail, quoi. Ouais. C'est pour ça que je dis, on est strictement bienveillant. J'ai pas passé 1 heure à savoir comment ils sont aujourd'hui. Est-ce que la lune Non. Ah, ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as besoin de l'aide par rapport à ça ? Est-ce que tu en as déjà parlé avec tes parents ? Moi, je pose toujours la question, est-ce qu'ils en parlent déjà avec leurs parents ? Parce que pour moi, ça, c'est quand même... La valeur de famille, c'est vraiment quelque chose de très, très important chez nous. C'est quelque chose qu'on véhicule... moi, pour moi, c'est hyper important que les enfants communiquent avec leurs parents, qu'ils apprennent à mieux communiquer avec les parents. Et pour moi, on doit être... c'est un triangle, on est à 3, quoi. C'est ça. Il y a l'élève, il y a nous, il y a les encadrants, et puis après, il y a les parents. Et j'aime vraiment bien qu'on arrive à travailler tous ensemble. Ouais, c'est vrai que c'est important, parce que souvent... j'avais un ami qui a un enfant, et qui disait que lui, il éduquait son enfant d'une certaine façon, et que quand l'enfant revenait de l'école, l'enfant faisait quelque chose qui ne lui plaisait pas, et disant, mais madame a dit qu'il fallait faire comme ça. Ouais. Et là, du coup, il a essayé de discuter avec le prof. Le prof dit non, mais c'est le programme. Et en fait, ça va pas, en fait. Non, il faut arriver à trouver un terrain d'entente. Ouais. J'ai l'impression que ce que nous, on a réussi à faire, et c'est pour ça que je suis très, très contente. Franchement, les élèves qu'on a... on a toujours des chouettes élèves, mais pour moi, c'est important qu'on arrive à travailler avec les élèves. Mais j'aime bien aussi quand les parents vraiment nous font confiance et quand je sens qu'on peut parler avec les parents. Et là, c'est vrai que... je vais avouer, ça nous a pris 5 ans pour avoir vraiment un taux de 100%, mais tous les parents qui sont là, on peut parler avec eux, quoi. C'est top. Et je pense qu'eux se sentent aussi la liberté de nous dire, voilà, parce que rien n'est parfait, hein. Il y a parfois des couacs et des choses et des demandes qu'on n'a pas répondu tout de suite, voilà, ça arrive. Et je pense qu'on est arrivé à un stade où eux se sentent assez à l'aise que pour nous dire, voilà, ça... je vais apprécier. Et j'aime bien, même quand il y a ces petits couacs, ça donne en fait à l'enfant une image de mais en fait les adultes, même quand ils sont pas d'accord, ils arrivent quand même à s'asseoir autour d'une table et à discuter. On n'est pas en train de se taper dans la figure, on n'est pas en train de s'insulter, on n'est pas en train de se manquer de respect. Et c'est pour ça que je dis, pour moi, la valeur de la famille et même le respect même en général, c'est indispensable. Et on a des enfants chez nous qui ne s'entendent pas. Et c'est normal. J'imagine, c'est normal. C'est normal. Et surtout que chez nous, en plus, ils sont très souvent mélangés en âge. Pas le matin, mais plus l'après-midi. Toutes les activités, tous les âges sont mélangés. Donc, on a de 11 ans à 18 ans. Et ils doivent apprendre à vivre les uns avec les autres. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est pas un amour inconditionnel comme on dit avec les frères et sœurs. C'est pas comme ça. Donc, on doit aussi apprendre les limites des uns et des autres. Et donc, c'est pour ça que pour moi, il y a un vrai apprentissage, scolaire, mais il y a aussi beaucoup en dehors du scolaire. Et par rapport il y a du coup l'éducation classique, mais au niveau alternatif, on va dire, vous faites quel genre d'activité ? Ouh là là, on fait énormément d'activités. Si tu as des exemples à donner. Ouais. Déjà, on fait énormément de sorties.
Donc, on fait quand même des sorties. Une fois toutes les 2 semaines, on a des sorties. Je crois qu'on a déjà fait toutes les sorties de la ville de Liège. Pour ces quelques mois, on les a pris à l'opéra, on les a pris au théâtre. On a été visiter quelques villes. On a eu pas mal d'élèves aussi en échange qui sont venus. Mais voilà, ça, c'est dans le traditionnel, c'est comme ça aussi. Mais c'est vrai que... Ah ouais? Moi, il y a quand même... Attends, moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'étais dans une école de zinzin, donc à mon avis... Ouais, c'est peut-être ça. Non, aujourd'hui, quand même, on trouve pas mal d'élèves qui viennent en échange. Il y a pas mal de projets qui sont mis en place. Mais c'est vrai que nous, ce qu'il y a, c'est que quand on accueille une dizaine d'élèves, donc là, on a par exemple accueilli des Hollandais début de l'année et des Italiens là maintenant, ça devient un projet pour toute l'école, quoi. Ah bah oui. Donc ça, c'est quand même chouette. Je trouve que ça, c'est quand même agréable. Et après, tous les ateliers qu'on fait les après-midi, on essaie de les varier chaque fois pour outiller les enfants. Il y a un atelier phare, et alors c'est drôle parce que moi, je me dis qu'en primaire, je le faisais aussi, c'est l'actualité. Donc, on fait actualité, on fait culture générale. Culture générale, c'est le quiz de la semaine, quoi. Donc, oui, et ça, c'est une petite compétition entre eux, mais on voit bien qu'ils commencent à retenir de plus en plus d'informations. Donc, ça, pour moi, c'est un atelier qui est ce qu'on appelle dans le jargon pédagogique, c'est vraiment un atelier transversal. Parce qu'en fait, on peut travailler sur plusieurs matières, pas que le français ou l'histoire, mais on travaille sur des matières variées, que ce soit en économie, sociologie, philosophie, etc. Et puis, il y a un peu il y a aussi le côté soft skills, quoi. Donc, on doit quand même apprendre à communiquer, on doit apprendre à pas crier, on doit apprendre à se contenir, on doit apprendre à se gérer les uns les autres. C'est en compétition, c'est pas... Enfin, voilà. Donc, il travaille aussi la mémoire, parce qu'il y a des questions parfois... Enfin, on essaie de faire de temps en temps des questions qui reviennent. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. On a fait des ateliers d'échecs aussi, donc ça fait déjà longtemps que c'est trop bien, ça. Les échecs, c'était bien. On a fait des concours de débat. On fait Jiu-Jitsu aussi depuis un petit temps. Ouais, incroyable. Ça, ils aiment bien. On fait l'école du dehors le vendredi. Donc, tous les vendredis, en fait, on va à un petit parc à côté de l'école. Et alors, on fait des activités en extérieur. Ça, on a lancé ça cette année. On fait les assemblées générales aussi. Donc, tous les vendredis, on a un moment où on se rassemble tous, en fait, pour parler de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on garde, ce qu'on arrête, des choses qu'eux, ils veulent. Et puis, ils ont aussi une marge de manœuvre pour eux. Donc, ils ont aussi une marge de manœuvre, les enfants, pour demander, je ne sais pas, ou peut-être proposer des ateliers. Donc ça, on le fait aussi. On fait du nettoyage aussi avec eux, donc on nettoie l'école. C'est vrai. Ouais, ça, ils aiment un peu moins, mais on va bien le faire. On fait chorale, on fait musique, on fait chant, on fait quand même beaucoup de choses. Ah ouais, c'est génial. Et il y a toujours en fait un ou deux ateliers chaque après-midi qui est dédié à la péda, donc pédagogie. Okay. Donc l'atelier péda, c'est un peu une étude dirigée, quoi. Parce qu'on a quelques-uns qui font énormément de sport en dehors de l'école. Sportifs de haut niveau ou pas, hein, mais il y a des enfants qui font vraiment beaucoup d'activités en après-scolaire. Donc du coup, là, ils ont un moment en atelier l'après-midi pour faire leurs devoirs, pour poser des questions, pour vérifier que leur cours est en ordre, pour faire des synthèses, pour toutes sortes de choses. Il y a toujours un encadrant qui est là pour pouvoir aider, pour répondre. Et ça, c'est aussi un moment où ils s'entraident aussi entre eux, quoi. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, donc je trouve qu'on fait quand même pas mal de choses. Ah bah oui. Mais... J'essaie d'exprimer, mais il y a tellement de choses qui se passent en informel, en fait. On a quand même beaucoup de... Bah ouais, j'imagine, il y a beaucoup de choses, Ouais, parce qu'en fait, les encadrants, donc les profs que nous, on a, ils viennent par jour, en fait. Donc, en général, quand ils viennent, ils sont toujours là de 8h40 à 15h30. Et de 8h40 à 15h30, il se passe tellement de choses, en fait, chez nous. Et c'est vrai qu'à midi aussi, on mange avec les élèves, donc on est quand même là. Ah, c'est bien, ça. Ouais, on est quand même beaucoup avec eux, je pense. Bah, c'est top. Ouais. Bah, disons que c'est dans les deux sens. Il y a une ligne qui est très très fine entre tiens, t'es mon pote, attends, t'es mon encadrant, t'es mon prof. Et ça, on doit recadrer assez souvent. De dire, écoute, oui, on s'entend bien, etc. Mais il ne faut pas quand même oublier que... il y a l'autorité. Bah, c'est même pas une question d'autorité, mais pour moi, il y a un certain... Le cadre. Ouais, voilà, c'est le cadre bienveillant, en fait. C'est strictement bienveillant. On va rigoler, oui, je comprends que t'es comme ça, on va faire des petites blagounettes avec eux. Mais les gars, il est 1h, let's go, on y va, mets ton uniforme. Parce que tu sais non, tu prends pas ton téléphone. J'allais te poser la question par rapport au téléphone, comment vous gérez ça? Nous, ça fait déjà 3 ans qu'ils n'ont pas leur téléphone. Hein. Ok. Et dans le traditionnel, ils ont leur téléphone? Ils sont en train d'introduire le no phone policy. Donc parce que moi, quand j'ai stoppé, c'était... Enfin, moi, quand j'étais en secondaire, c'était permis. Non, justement, c'était pas permis. Tu sortais ton téléphone, tu le confisquais 2 semaines. Oui. Et je sais pas maintenant... Ouais, mais toi, t'as 31, donc mais on est arrivé en fait à un moment... Il y a 10 ans, j'ai fini après Covid, ça a été très dur à gérer, je pense. Parce que du coup, tout le monde avait un téléphone. Et en fait, on venait de passer des mois connectés, etc. Et je pense qu'il y a eu un moment assez difficile dans les écoles traditionnelles. Ouais, ça doit être ça, ouais.
Parce qu'en fait, on n'a pas le moyen humain de checker chaque fois. Et puis, ils ont les montres connectées, puis il y a le téléphone, et puis il y a tous ceux qui utilisent des ordinateurs et des tablettes qui sont aussi connectés. Donc, ouais. Maintenant, nous, on a une boîte à téléphone. Il le dépose à 8h40 et il le récupère à 15h30. Alors, au début, tout le monde avait un ordi, une tablette. Enfin, c'était vraiment un prérequis chez nous. Et puis, on en est un peu revenu, quoi. Ah ouais? Donc là, ouais, on a un peu diminué, ou en tout cas, c'est contrôlé. Ah, ok. C'est un cadre. Un cadre. C'est contrôlé, ouais. C'est cadré, on va dire. C'est cadré, juste parce que je pense que tout ce qui existe sur le téléphone, on sait le mettre sur la tablette et sur l'ordi. Ouais. Donc, il faut arriver à le cadrer pour que le jeune puisse comprendre que, en fait, on a 3 heures de cours le matin, il faut qu'il soit au taquet, quoi. Parce qu'en fait, s'il se distrait avec des tas de choses, c'est lui qui perd le cours. Donc, ça, c'est pas une bataille facile à mener. Ouais, j'imagine parce qu'ils sont nés là-dedans, donc déjà pour moi à l'époque c'est compliqué, mais alors maintenant j'imagine même pas quoi. Mais nous quand on sent que ça dérape un petit peu, c'est là où alors on va parler avec les parents et on va dire bah, tiens voilà, on propose que pendant les 6 prochaines semaines on met l'ordi de côté pour voir un peu en classe, pour réduire en fait le temps d'écran. Ça aussi on a fait une petite campagne temps d'écran avec les jeunes, un petit concours de temps d'écran sur leur téléphone, c'était assez marrant. Parce qu'en fait, on a aucune autorité à ce moment-là, c'est pour le jeu. Mais ça, c'est justement le fait de passer des moments informels avec eux. On peut amener une conversation là-dessus avec eux. Donc là, on va dire, mais les gars, vous avez quoi comme bête, hein, on est tous juste assis là à midi, etc. En informel, et là, on va dire, bah tiens, vous avez quoi, vous, comme temps d'écran? Et ça, en blague, en papote, quoi. Et puis, il y en a un qui fait, moi, 3 heures, moi, 2 heures. Et puis, il y en a une qui va dire, moi, 10 heures. J'ai même pas 10 heures sur une journée de 24, mais... Et donc, là, voilà. Et puis après, c'est devenu, demain, je check tout le monde. Hein. Je vois. Mais il n'y a aucun impact, en fait, là-dessus. On le dit c'est la relation qu'on construit avec eux où on essaie de les conscientiser ça. Et c'était pareil avec la culture générale et l'actualité. À un moment, c'est eux qui vont venir... Enfin, c'est ce qu'on a observé, en fait. À force de faire cet atelier-là, c'est eux qui viennent en disant « Ah ouais, hier, j'ai écouté des infos. » On leur a pas demandé de le faire. Mais génial. Ils savent, en fait, que dans le cours d'actualité, dans le cours de culture générale, à un moment, il y aura une discussion qui va arriver là-dessus, quoi. Et je trouve que les jeunes qui sont chez nous, ils sont quand même... ils sont quand même bien au courant, quoi. Pas bien au courant, ils sont capables d'expliquer des choses, de se positionner. On avait il y a 2 ans, on avait beaucoup d'élèves qui voulaient absolument qu'on fasse les finances. Enfin, voilà, ils étaient passionnés. Ils nous demandaient, mais quand on emprunte, les emprunts hypothécaires, les cartes de crédit. Donc, en fait, on a fait un cours d'éducation financière, parce que c'était leur demande. Ah bah oui, incroyable. Ouais, c'était leur demande. Je crois que les parents n'étaient pas très contents, parce que du coup, ils sont revenus avec des questions un peu... Et encore, parce qu'en fait, les parents, tout compte fait, nous ont dit, en fait, ça amène une conversation à table. C'est vrai, parce qu'au final, on est dedans. Donc, voilà, à un moment donné, on est dedans, et puis les parents aussi sont dedans. Puis une carte de crédit, ils se demandaient, mais tiens, une carte de crédit, il y a quand même des intérêts. Il y a quand même des intérêts. Donc voilà, on a fait tout un cours là-dessus, je trouvais que c'était assez sympa. Enfin, moi, je trouve que c'était intéressant, ça les intéressait aussi. C'était cool. C'est génial. Et tu as des projets ou des choses que tu as envie de mettre en place dans le futur avec ton école ou pas? Pour l'école? Ouais, pour l'école, Est-ce que tu as d'autres idées, on va dire ça comme ça? Disons que moi, l'école, moi, j'ai une autre ASBL, en fait, sur le côté. Ok. C'est pas mon... C'est dans quel domaine? Je suis aussi dans l'enseignement, mais je vais t'expliquer si tu veux, parce que... En fait, j'ai même commencé l'autre ASBL avant celle-ci. Ah. Donc, tu vois, comme quoi l'historique, c'est quand même important. Ikigai, je l'ai lancé en 2019, mais en fait, depuis 2017 déjà, j'avais lancé une ASBL qui organise des échanges scolaires. Donc, en fait, moi, quand j'étais prof, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de pression de la part des directeurs, et même des parents, pour organiser des voyages scolaires. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on est prof, en fait, on travaille, on doit préparer ses cours, cours. Et puis moi, j'avais 2 enfants à l'époque, maintenant j'en ai 3, mais je trouvais que c'était vraiment beaucoup de travail sur le côté. Et puis, il faut courir après les parents pour les papiers, etc., etc. Et donc, j'ai participé à quelques échanges scolaires jusqu'au moment où je me suis dit, tiens, je vais lancer un projet clé sur porte, quoi. Donc, les professeurs, ils me contactent. Okay. Et moi, j'ai déjà loué l'auberge, j'ai déjà loué le car qui les prend à gauche, à droite, j'ai déjà les partenaires, j'ai déjà le programme de la semaine. Tout était déjà réglé, quoi. Donc, eux, ils ont juste à me contacter, me dire le nombre d'élèves avec lesquels ils viennent et on y va. Et donc, et là, ça, c'est devenu des séminaires internationaux parce que du coup, j'ai des écoles de partout en Europe qui viennent. Et donc, on passe une semaine dans une auberge ensemble. Et on parle anglais pendant une semaine. Ouais. Et là, cette année, la semaine prochaine, ce sera ma 12e semaine. Donc, c'est quand même un gros projet. Mais du coup, tu peux aussi...
Quand tu fais ce genre de projet, les gens savent ce que tu fais, ce que tu as créé en Belgique. Donc, est-ce que tu as déjà des propositions? Même pas? Alors, c'est Ikigai, c'est très local. Okay. Donc, Ikigai, c'est une école secondaire privée. On est à Liège. Les gens ils viennent souvent dans des alentours. On va jusqu'à Namur, Namur, Verviers. Non, mais des propositions d'ouvrir une autre école, tu vois. Une proposition d'ouvrir. Alors non, au début, j'avais pas mal de gens qui venaient nous voir pour nous demander, tiens, quel a été ton processus, comment est-ce que tu as fait, des personnes qui voulaient également ouvrir une école privée. Et moi, je dis toujours, tu peux toujours copier, jamais égaler. Donc, j'ai aucun problème à expliquer aux gens comment je le fais. Je pense qu'il y a de la place pour Pepsi, il y a de la place pour Coca. Et je crois que plus on aura une offre dans l'enseignement, et mieux ça sera pour les jeunes. Ah oui. Et moi, je le fais pour les jeunes. Donc, je trouve que je suis assez généreuse avec les infos que je donne. L'autre projet, c'est à l'international, quoi. Et puis, l'autre projet, c'est une semaine, c'est saisonnier. C'est février, mars, avril, mai, juin. J'ai toutes les semaines, tac, on loue l'auberge. Voilà. Ok. Ikigai, c'est un projet d'âme. C'est un projet de... C'est la mission de vie. C'est vraiment une mission, c'est une mission de vie. C'est beaucoup plus long. L'autre projet, les enfants, ils arrivent le dimanche, ils partent le vendredi. C'est génial, on a passé un super moment. Ils rentrent chez eux avec plein de souvenirs. Et moi, je le fais pour qu'ils puissent créer des souvenirs. Ouais. Ikigai, là, vraiment, les outils pour la vie, quoi. Ouais. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à les outiller. Et quand je parle outiller, c'est pas que des têtes bien remplies avec plein de choses dedans. J'ai besoin qu'ils sachent quel outil je sors à quel moment. Ouais. Ça, c'est vraiment pour moi une intelligence de vie. Et je trouve qu'on devrait, je ne sais pas comment, j'ai pas la solution, mais y a des choses encore à faire dans les écoles pour ça, je pense. Moi, je suis totalement d'accord. Ouais. Maintenant, il y a pas mal d'écoles qui ont déjà, franchement, qui mettent pas mal de choses en place. Il y a déjà, il y a quand même pas mal. Il y a plus d'initiatives aujourd'hui, je pense, qu'avant, parce qu'on se rend compte qu'en fait, l'intelligence, le savoir peut se trouver au bout de la main, quoi. 4 clics, tu sais déjà avoir ce que ChatGPT ne te donne pas, parce que souvent ils utilisent un ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est le facteur humain. Ouais. Et donc, quand l'école va comprendre qu'en fait, c'est le facteur humain qui donne, c'est le facteur humain qui nous fait grandir, là, je pense qu'on aura quelque chose à gagner. Tant que les écoles traditionnelles vont tabler tout sur le savoir. Allez, les compétences. Aujourd'hui, on n'est plus dans le savoir, on a changé, on est vers les compétences. Le savoir-faire, ok. Mais si tu sais faire, mais tu n'es pas outillé, c'est super cool, mais en fait... Même au niveau des profs, moi... J'ai eu des profs vraiment... genre pour t'expliquer un petit peu, moi j'ai eu un prof qui estimait, une anecdote comme ça, qui estimait que dans la classe ça puait. Et donc il nous avait distribué des petits papiers blancs, on devait noter qui on pense, pour voir si on pense comme elle, pour savoir qui pue la classe. Et elle mettait des petites barres, tu vois, pour te dire d'où je viens, quoi, tu vois, une école à Liège, secondaire. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses à changer, que ce soit au niveau des profs, au niveau du système éducatif. Et comme tu as dit, tu vois, il y a tellement de potentiel aujourd'hui chez les jeunes que c'est dommage. Et on voit dans d'autres pays, il y a plein de choses qui se font, etc. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est assez en retard, quoi. C'est dommage. Après, alors je vais être très prudente, parce qu'il y a... Ouais, ça n'engage que moi. Non, j'allais dire, dans le milieu, on a ce qu'on appelle le teacher bashing. Donc, j'évite de rentrer dans ça parce que je risque de me faire des ennemis. Je pense que les enseignants qui sont aujourd'hui dans les écoles ne demanderaient qu'à faire, c'est vrai, je pense. Je suis d'accord. S'ils sont déjà là, ils sont déjà là parce qu'ils ont envie d'être là. Parce que je pense que les enseignants qui n'ont plus envie d'être là, en général, ils ne restent pas, ils s'en vont. Ouais. C'est l'impression que j'ai aujourd'hui. Je te parle après. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu aujourd'hui. Parce que, aux Pays-Bas, je vais te donner juste une petite anecdote. Moi, je travaille énormément avec les Pays-Bas, dans les écoles, justement, dans les projets Erasmus, les projets d'échange. Tu vois, je suis beaucoup dans les écoles aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, quand il y a eu le Covid, ils n'ont pas investi dans des masques et du gel. Ils n'ont pas fait ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi dans du personnel en plus pour l'année suivante. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu le Covid, les écoles étaient fermées, etc., etc. L'année suivante, ils ont annulé les examens nationaux. Ah ouais. Mais ils avaient des profs supplémentaires dans les classes. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, le coût de l'organisation des examens et le coût des gels, du masque, etc., ne va jamais combler ce que les enfants n'ont pas eu à ce moment-là. Et de nouveau, le facteur humain. Ah oui.
pour moi. Parce que voilà, le savoir, tout dépend qu'est-ce qu'on a fait pendant son Covid, quoi. Est-ce qu'on a étudié ou est-ce qu'on s'est renseigné, est-ce qu'on a lu. Enfin voilà, chacun a vécu cette période-là de confinement d'une manière différente. Mais c'est juste pour expliquer un peu l'état d'esprit. Et donc, je crois qu'ici en Belgique, on a des choses qui sont très bien, mais on n'est pas efficace, en fait. Tout à fait. Donc, pour moi, c'est une question, il faut qu'on arrive à être plus efficace. Les professeurs, je crois qu'ils doivent gérer beaucoup de paperasse qui, pour moi, c'est inutile. Perte de temps, vraiment des grosses pertes de temps. Et c'est dommage, parce que c'est ce que je dis, je pense que si les enseignants sont déjà là, ils ont envie d'être là. Ils ont besoin... Enfin, il y a un besoin chez eux, quelque chose qui fait qu'ils ont envie d'être là, quoi. Et toi, tu as beaucoup d'échanges avec des profs de l'enseignement Ouais, quand même. Et un peu plus haut, peut-être au niveau... Universitaire, tu veux dire? Non, mais genre, comment on appelle ça? Tu sais, ceux qui... Des directeurs? Ouais, des directeurs ou des... alors, ceux qui ont vraiment les capacités de pouvoir appliquer des choses, tu vois. Mais en fait, ici, en Belgique, Belgique fédérale, tu n'as même les directeurs, ils ont leur école, c'est des fonctionnaires. Ouais. On est tous des fonctionnaires, enfin moi pas parce que maintenant je suis sortie du système, mais dans les écoles traditionnelles, c'est bloqué. Puis il y a des packs d'excellence, puis en fait chaque gouvernement va décider. Et en fait c'est ça qu'il y a aussi, c'est que je pense qu'il y a des choses, je donne un exemple avec le pack d'excellence, et je fais très attention à ce que je vais dire, parce que je ne peux pas mettre des gens à dos. Je ne juge pas et je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est pas du tout mon discours. Ce que je veux simplement, c'est d'une manière factuelle. On a voulu mettre en place quelque chose, ok super. Ça fait combien de temps qu'on essaie de mettre en place ça? J'arrive pas à comprendre comment quelque chose de comme ça, enfin comme ce pack d'excellence, ou peut-être plein d'autres choses, qui auraient pu être mis en place dans n'importe quel autre pays à 2 ans, voilà, on prend des gens pour le faire, ok, let's go, on y va. Et ici, ça ne se fait pas. Parce que les écoles en Belgique ne sont pas gérées comme des entreprises. Les écoles en Belgique sont gérées vraiment comme des entités qui dépendent encore beaucoup de l'autorité, etc. Je reparle encore des Pays-Bas. Les Pays-Bas, on a... je crois qu'il y a 2 écoles où je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je vais dans 2 écoles primaires d'ailleurs. Et je dis, tiens, où est le directeur? Ah non, il n'y a pas de directeur pour le moment, ils sont en changement d'infectation, etc. Tout tourne en fait. Et alors je dis, mais qui prend les décisions? Mais en fait, ils prennent des décisions en collectivité, les décisions sont prises. Mais hyper efficaces. Et ça ne les empêche pas d'accueillir des écoles d'étrangers, ça ne les empêche pas de faire des projets, tout tourne quand même. Oui, en Belgique, c'est un État fédéral. Et donc, je pense que je ne sais pas quel est le pouvoir de prise de décision de chaque école. Et c'est un peu ce qui m'a fait aussi partir à un moment. C'est que moi, j'ai eu l'impression que j'étais bloquée, en fait. Que je voulais mettre des choses en place. Et d'ailleurs, je me suis fait virer à un moment pour ça. C'est vrai? Ouais. Oh putain. J'avais monté... Donc, ça faisait 4 ans que j'étais dans une école. Et ils avaient commencé, en fait, la section d'immersion avec moi. Donc, j'étais la première prof de la section d'immersion. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un changement de direction. Mais comme moi, j'avais déjà lancé plein de projets dans cette section-là, il y a un moment, tu portes un peu ce projet. C'est pas comme je te donnais l'exemple aux Pays-Bas où il n'y a pas de directeur, mais à un moment, tu portes le projet. Et donc, je porte le projet, mais ce qu'il y a, c'est que dans ce projet-là, il y a des décisions à prendre. Et la chef d'établissement qui est venue sur les quelques derniers mois où j'étais là, c'est elle qui a rompu mon contrat, mais pour elle, je prenais des décisions sans me référer à elle. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que je prenais la liberté de prendre des décisions. Alors les décisions, on parle d'un quart qui va prendre des élèves de A à B, des choses, de quel bic on vient d'acheter, combien de bic on va... Des choses où je me disais, purée, je ne vais pas l'appeler à 17h30, parce que de toute manière, j'appelais à 17h30, elle ne répondait pas, mais pour prendre des décisions comme ça. Et je pense que là, après, ça s'est monté un petit peu en tension, et donc à un moment, elle a décidé qu'elle préférait ne pas... parce que quand on est enseignant, quand on n'est pas nommé, on a des C4 à chaque fois le 30 juin, et puis on doit recommencer à travailler le 1er septembre, pardon, donc voilà, elle, c'était un C4 le 30 juin, et merci, au revoir, ne reviens pas, quoi. Putain. Ouais. C'est pas grave, c'est ça qui m'a donné envie de faire des autres choses. Donc, bien sûr, bon, c'est quand même, tu te dis... C'est dommage, mais c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il y a chez les professeurs beaucoup plus de professeurs qui ne demanderaient que ça. Et je pense que si on leur donnait une marge de manœuvre, ou une marge un peu plus, de moins craindre la direction. Le nombre d'enseignants avec qui je parle, et ça, c'est marrant parce que c'est plutôt dans mon autre projet que j'entends ça. Attends, il faut que je demande, il faut que je vérifie, écoute, c'est juste des dates. Voilà, non, il faut tout vérifier, il faut ceci, il faut l'accord parce qu'il a dit oui oralement, mais il faut quand même qu'il signe, parce que tu comprends.
Moi, j'ai pas de problème. Je peux comprendre, mais je me dis, purée, dans une entreprise, si quand on change une lampe, il faut la direction qui signe, ça avance pas. Efficace, quoi. Mais non. Non. Donc voilà, le système scolaire, on a encore beaucoup de travail, je pense, à faire. Mais je pense que tout est là. C'est ça, juste un remaniement voilà, moi je parle d'efficacité, quoi. Pour moi, on n'est pas efficace. Ouais. Les profs sont là, ils ont envie d'être là, les structures scolaires sont là, les élèves sont là. On a de belles structures, on a quand même... franchement, on a quand même des chouettes choses qui se passent. Après, c'est ça que je dis, je crois qu'il ne faut pas généraliser, je pense qu'il y a des écoles qui font un très très bon travail dans le traditionnel. Hein. Moi, quand on a ouvert une école privée, l'école Ikigai, c'était aussi... Je voulais qu'il y ait une autre offre, en fait. Comme il y a pour les supermarchés, et comme il y a pour les avions, et comme il y a... Enfin, je trouve qu'on a le droit de choisir, tiens, est-ce que je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Ouais. Et donc, c'est ça que je trouvais qu'une ville comme Liège, qui n'avait pas d'école privée, je trouvais que c'était dommage. On est quand même une grande ville, on a quand même... C'est vrai. Je sais pas, on a quand même accès à plein... On a une grande gare avec des accès de plein de villes. Du coup, tu as ouvert la voie. Bah ouais. Incroyable. Ouais. Et du coup, moi, je suis parent, j'ai un enfant. Comment je fais pour l'inscrire dans ton école ? Alors, la première chose, c'est de nous envoyer un email. Donc, on a sur notre site internet, en fait, une demande de contact. Et donc, vous remplissez une demande de contact et puis on vous recontacte en général dans la semaine. Ou, souvent, c'est quelques jours, mais je dis toujours dans la semaine. Et puis, on prend un rendez-vous. Donc, on fait des rendez-vous individuels, en fait. Des séances d'infos, je ne fais plus. Rarement, en fait. Et puis, moi, le plus important quand je rencontre des parents, c'est qu'il faut que tout le monde ait envie d'être là. Donc, autant l'enfant que les parents. Parce que j'ai déjà eu des parents qui veulent, mais en fait, l'enfant, il ne veut pas du tout. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est après ce premier rendez-vous, on prévoit toujours 3 jours d'essai. Ah ouais, ok. Ouais. C'est très, très important pour moi de voir aussi l'enfant dans le groupe et de voir aussi comment est-ce que lui, il interagit et que lui, il a envie d'être là. Parce qu'en fait, moi, je peux travailler avec l'enfant et l'accompagner, mais il faut qu'il ait envie d'être là. Et il faut qu'on arrive aussi à communiquer avec les parents. Donc, pour moi, c'est vraiment un tout. Et les 3 jours d'essai, pour moi, il faut les faire. Et habituellement, ça se passe bien ou t'as les déjà 3 jours d'essai En fait, les 3 jours d'essai, c'est ça qui nous permet de se dire, tiens, est-ce qu'on va arriver à accompagner le jeune ou pas ? En général, si on refuse l'accompagnement, c'est parce qu'on estime qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour le faire. Ou alors qu'on estime que voilà, la demande de l'enfant ne pourra pas être... on pourra pas le faire. Je donne un exemple. Hein. Des enfants qui viennent et qui... Parce que nous, on n'est pas dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est vraiment indépendant. Donc, ça veut dire que un enfant qui termine sa 3e secondaire chez moi, je ne sais pas lui donner un document qui valide sa 3e. Il est obligé d'aller jusqu'en 4e et puis de faire les examens et de réussir les examens pour ne pas devoir se refaire les 2 années. Donc, un enfant qui arrive chez nous en septembre, qui est déjà en 4e secondaire, c'est toujours plus délicat. Parce que je sais que scolairement, donc point de vue du jury central, les dates ne vont pas coïncider. Je ne sais pas où il en est dans sa matière, donc c'est beaucoup plus difficile. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on outille les jeunes, en fait. Pour un examen du jury central, il faut être outillé. Il faut comprendre les consignes, il faut bien comprendre comment est-ce que, parce qu'on a des documents, comment est-ce que j'utilise les documents, qu'est-ce qu'on attend comme... Enfin, il y a toute une préparation quand même à faire. Qu'un enfant qui vient du traditionnel, cette préparation à l'examen du jury central, il ne l'aura pas fait. Parce que ce n'est pas leur objectif. Bien sûr, tout à fait. Mais donc voilà, parfois on doit refuser des jeunes parce qu'en fait, point de vue du timing, ça ne marche pas. Ouais, ok. Je vois. Donc c'est pas toujours évident. Et l'école se trouve où ? On est rue de Joie, numéro 56 à Liège. Donc on est tout près de la gare des Guillemins. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça c'était un point indispensable pour nous, de bien rester dans le quartier côté des Guillemins, ouais. Et est-ce que tu as est-ce que tu as des fiertés personnelles, tu vois, ou est-ce que tu as accompli ta mission ? Est-ce que j'ai accompli ma mission ? Ou est-ce que tu es sur le chemin de l'accomplissement de la mission ? Je vais le dire, mais je ne sais pas si ça devrait être filmé. Après, vous déciderez si on le filme. Ikigai, donc moi, j'ai toujours cette mission de vie. Il y a quelques temps, j'ai un ostéopathe, je ne sais même plus, etc. Et puis, il me pose aussi des questions. Tiens, l'école, et puis je dis... c'est toujours en mouvance, voilà. Mais c'est vrai que moi, comme j'ai aussi d'autres projets sur le côté, je suis un peu moins présente. Et puis, il me dit, et comment ça se fait que tu es moins présente, mais tu es toujours là, etc. Et en fait, en parlant avec lui, je me dis, mais en fait, ma mission n'est pas encore accomplie. Parce que même si j'ai envie de ne pas être là, je suis quand même à chaque fois rappelée à être là. Donc, est-ce que j'ai accompli ma mission, en tout cas, de créer quelque chose ?
Ouais. J'ai accompli ma mission parce que je pense que de près ou de loin, les gens qui nous connaissent, qui nous suivent, qui nous aiment bien, qui nous supportent, peut-être qui nous aiment pas ou qui trouvent qu'on fait pas du bon travail. En tout cas, on a suscité une réflexion autour de l'éducation. Et moi, ça, c'est ce qui me manquait, c'est ça que je voulais. Qu'il y ait en tout cas une question de, on a le choix, on n'est pas obligé de le subir, on n'est pas obligé de subir ces années scolaires. On n'est pas obligé d'être dans un endroit qui ne nous convient pas. Et une plante, quand elle ne pousse pas, on n'arrache pas la plante. On va la déplacer, de se dire, tiens, elle a besoin de plus de lumière, plus d'eau. Cette réflexion-là, c'est ça que moi, je voulais amener. Ouais. Donc, je pense que la réflexion, on l'a amenée. Que ce soit des gens, des parents chez nous ou ailleurs. Hein. Parce que je pense qu'on amène quand même pas mal de sujets de conversation. C'est vrai. Donc ça, oui, ça on l'a accompli. Maintenant, le jury central, tu parlais tout à l'heure de bâton dans les roues. Moi, j'ai parlé du Covid, mais c'est vrai que l'organisation du jury central, pour nous, c'est un gros ombre. C'est injuste. Je trouve que leurs examens, je ne suis même pas certaine s'il y a des inspections, que leurs examens soient dans les normes. On appelle, parce que je trouve qu'un examen de maths 25 pages en 3 heures pour un enfant qui a 16 ans, c'est abusé. Je pense que c'est un peu limite. Il n'y a pas que ça, il y a celui de sciences aussi, ils ont géo-histoire le même jour, enfin voilà, il y a des tas de choses. Les horaires, on les a très très tard. Et, ah ouais voilà. Ouais, c'est vraiment pas évident, je trouve. Et tu penses que ça peut changer la question, comme d'habitude. Ça, c'est une bataille, malheureusement, que moi, personnellement, je ne vais pas mener. Ouais, c'est un gros combat. Morceau. Ouais. Je pense que la Fédération Wallonie-Bruxelles organise les examens au jury central parce qu'ils ont l'obligation de le faire. Avant le Covid, on était moins de 2000. Donc quand je dis on, c'est tous ceux qui ne sont pas dans le traditionnel. Donc tous les enfants qui sont inscrits en ce qu'on appelle aujourd'hui l'étude à domicile, parce qu'on répond à l'obligation scolaire avec l'étude à domicile. On était à moins de 2000 avant le Covid. Aujourd'hui, on doit être à 3500. Alors, comment est-ce qu'on le sait? C'est qu'en fait, quand nous, on reçoit les résultats de nos élèves, je vois que les listes se rallongent au fur et à mesure. En fait. Donc, au fur et à mesure, on a de plus en plus de jeunes. Et donc, je pense qu'il y a des investissements à faire là. Je pense qu'ils sont débordés. Je pense qu'ils sont peut-être qu'à 2 ou 3 à gérer toutes les demandes, etc., etc. Et de nouveau, on parle d'efficacité. Pour moi, le problème, c'est l'efficacité. Je ne comprends pas qu'on passe un examen. Je vous donne un exemple. J'ai des élèves, ils ont passé des examens là maintenant entre mars et avril. On est en juin, ils n'ont toujours pas les résultats. Alors que la prochaine session, c'est le 3 septembre. Sérieux? Mais putain. Attends, tu passes un examen le 3. Donc ça veut dire que moi, mes élèves ici, on doit attendre maintenant jusqu'au 15 juin pour avoir les résultats. Puis après, on a juin, juillet, août pour refaire toute la matière, pour être de nouveau prêt à autre chose. C'est pour ça que je dis, pour moi, nous, en fait, on travaille avec eux comme avec des sportifs. Et on leur dit toujours, quand tu as fini ton examen, parce qu'ils présentent en fait l'examen en milieu d'année, donc il faut arriver à trouver une motivation après pour continuer, ben c'est comme un sportif. C'est pas parce qu'il y a la compète que tu arrêtes de t'entraîner. Donc c'est là où je dis, notre manière aujourd'hui de travailler avec les jeunes, c'est ça. Tu travailles comme un sportif. Il y a un moment où il y a une compète. Quand il y aura la compète, on augmente l'intensité, on est en drill à fond, et tu vas peut-être te manger 15 heures de maths par semaine jusqu'à ce qu'on arrive là. Quand l'examen est fini, c'est pas pour ça qu'on fait plus de maths. Quand l'examen est fini, on est en latente, on est en maintenance, on continue des maths d'une manière un peu en relâche, mais on continue. Parce que je n'ai pas les examens, j'ai pas les résultats d'examen jusqu'au 15 juin. Putain. Et au 15 juin, quand on reçoit les résultats, je sais déjà que les examens, c'est le 2, ou c'est entre le 2 septembre et le 30 septembre, je crois, cette année, j'ai bonne mémoire. Entre le 15 juin et le 30 juin, on fait des plannings pour tout le monde, les plannings d'études pour tout le monde, on ressort et on recalibre pour tout le monde, quoi. Et on recommence les cours chez nous le 16 août. Ah ouais, je comprends mieux. Là, c'est même plus du sport de haut niveau, c'est carrément un marathon. Ouais, on est en marathon. Ah, putain. Et ça a été aussi, de parler d'obstacles, je pense que par exemple pour l'équipe éducative, ça c'est difficile. Ouais. C'est très très difficile parce que c'est aléatoire en fait. Tu peux pas te dire une année n'est pas l'autre. Une année les examens tombent là, une autre année ça tombe là. Une année les examens sont difficiles, une année ils sont moins difficiles. Et puis quand on récupère les examens, on n'a pas les correctifs, donc on doit nous-mêmes s'asseoir pour faire des correctifs qu'on pense corrects. Alors oui, en maths c'est facile de faire un correctif. En histoire et en géo, tes réponses dépendent de voilà, est-ce que le document est pertinent ou pas. Il peut être pertinent. Enfin, il y a des discussions à faire. Donc ça, c'est très difficile pour moi. Le jury central, c'est une grosse affaire. Mais, alors, au début, on se mettait un peu en position de
oh, pauvre... Enfin, on se mettait pas en position de pauvre de nous, mais on était un peu en mode passif, quoi. Ouais. Ah bah mince, alors le déluge va arriver, bon bah on va prendre des parapluies. Enfin, en fait, c'est quoi? Ouais, c'est génial comme métaphore, c'est exactement ça. Jury central, on se mettait en mode, le déluge arrive, on prend nos petits parapluies et on essaie de traverser le déluge et puis on amenait les élèves à l'examen en espérant que peut-être que nos parapluies allaient nous... là, aujourd'hui, après 5-6 ans, on n'est plus du tout dans ce mode-là, en fait. On a observé, on s'est dit, OK, il y a 2 sessions par an, très bien, on ne fait pas les 6 examens, on en fait d'autres. Enfin, on est en mode stratégique, quoi. Chaque session, on voit pour chaque élève combien d'examens il va faire et quelles sont les matières dans lesquelles il est avancé. On fait ça, on garde le reste pour après. Et on a parfois des élèves qui, après la première session, ils ont réussi 4 examens, il reste sciences et maths, et ils font que des sciences et maths pendant 3 mois. Parce que je sais que c'est comme un affûtage chez les athlètes, quoi. On sait que l'examen arrive et je sais qu'il y a des lacunes en maths et en sciences. J'en ai un exemple, mais c'est l'exemple qu'on a eu cette année, mais ils ont fait des maths et des sciences pendant des mois. Alors, je parlais de maintenance. On a continué à faire du français, on a continué à faire, mais d'une manière beaucoup plus latente, quoi. Ok. Donc oui. Donc ici, on s'est mis en mode, ici, on est en mode warrior, quoi. Incroyable. Parce que je trouve que c'est un challenge, je trouve que même pour eux, je trouve que ça leur donne une bonne expérience. Ouais, c'est un bel exercice. Ouais. Je sors du système, très bien. Ça va pas être simple. Moi, je leur dis, quand ils viennent au rendez-vous, je leur dis, écoute, Ikigai, c'est génial, tu vas passer un super moment, vraiment, on s'amuse bien. Mais quand on bosse, on doit bosser. Est-ce que tu es prêt à bosser ou pas ? Parce que ça, c'est important quand même. Parce que moi, je ne veux pas que les parents ils payent pour un service que nous, on ne puisse pas donner le service. Ouais. Ça, c'est des choses... pour moi, c'est pas éthique, quoi. Ah, mais c'est clair. Mais ça va, tu t'en sors bien quand même. Bah, on s'en sort bien. On y croit bien, et on lâche pas. C'est parce que... C'est comme je disais tout à l'heure, pour moi, le verre est toujours à moitié plein. Et j'avance, et on a des coups durs. Et parfois, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va terminer l'année ? On se relève et on y va, comme les athlètes. On peut avoir une mauvaise compétition, c'est pas pour ça que le lendemain, on arrête le sport. J'ai une dernière question, justement, d'où te vient cette force, cette énergie, tu vois, de faire tout ça, quoi ? J'en sais rien du tout. Je sais pas du tout, je sais pas. À mon avis, je devais être une hyperactive et je ne le savais pas, déjà. Bah, c'est possible. Ouais, et alors, quand je l'ai découvert, j'ai eu la chance de le découvrir déjà adulte, donc en fait, j'avais assez d'espace pour étendre mes ailes. Et je crois que ça, c'est important, en fait. Parce que quand on se sent trop longtemps avec les ailes coupées ou you don't fit. Ouais. Tu rentres pas quoi dans leur case. Ça c'est ce qui amène cette espèce de négativité, quoi. Et donc il faut avoir des espaces dans lesquels on remplit ses batteries, des espaces pour laisser étendre ses ailes. Et même si on est créatif à fond, il faut avoir des espaces pour le faire et des espaces. Bien sûr, pour moi ça c'est indispensable. J'avais autre chose que j'allais dire par rapport à ça, à l'énergie, etc. J'avais lu Oui, en fait, moi, j'aime bien lire. Enfin, tu vois, je me renseigne quand même. J'aime bien, en fait, être un peu au courant, tu vois, de ce qui avance dans le monde. Je me pose quand même beaucoup de questions sur le monde qui nous entoure. Et Félix Radou, je ne sais pas si tu connais, c'est un, je ne sais pas si on peut dire un poète ou un auteur, mais un jeune, il doit avoir ton âge, il a moins de 30 ans. Et alors aujourd'hui, on appelle ça des slams, mais lui, il ne fait pas des slams. En fait, il écrit, et ce sont des poèmes, et en fait, il les dit sur une espèce de musique, mais ce n'est pas en mode rap, c'est vraiment... voilà. Et il a dit un jour, il a écrit, et ça m'est resté, si tu te sens à l'étroit dans ce monde, c'est que tu es là pour le changer. Et moi, ça m'est resté parce que je me suis dit, en fait, c'est ça. Je crois que d'où me vient cette énergie, c'est que je me répète ça, en fait. Et je me dis, mais si je me sentais déjà à l'étroit à l'école, c'est que je suis là pour le changer. Et si je me sens à l'étroit dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des choses pour le changer. Si je me sens à l'étroit, c'est qu'il y a des choses, en fait, qui sont là. Et c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que j'ai accompli ma mission de faire changer les choses ou de la réflexion à mon niveau? Oui. Est-ce que Ikigai est parfait? Non, il y a encore du travail. Mais on va y arriver. On va y arriver, ouais. Bah, franchement, c'est top. Bah, je te remercie vraiment infiniment de nous avoir partagé ton énergie, de nous avoir parlé de tes projets, etc. Ouais. Franchement, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aurais vraiment kiffé, à l'époque où j'étais en secondaire, venir dans une école comme ça, vraiment. C'est vraiment sincère. J'aurais vraiment adoré, parce que moi, à l'école secondaire, c'était catastrophe. Donc vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. J'invite du coup toutes les personnes à aller te suivre, à aller sur ton site internet. Vous avez des réseaux sociaux ou... Oui, on est sur Insta, Ikigai... underscore à Liège. On affichera tout. Tu peux l'afficher. On affichera tout. Site internet et Facebook. Et voilà, je te laisse le mot de la fin. Peut-être 3. Nous, on aime bien poser la question, genre 3 livres que tu nous conseilles de lire, peut-être. 3 livres. Le Why de Simon Sinek. C'est le pourquoi. Mais ça, peut-être, vous l'avez déjà lu. Ça, c'est le premier livre qui me vient. Le Petit Prince, évidemment.
Ah ouais. Donc c'est un petit classique qu'on oublie, mais qui est quand même bien. Et alors, Thomas Alsembourg qui dit... Saint-Exupéry. Ouais, j'arrive jamais à le dire. Prince. Et alors, le dernier, Thomas d'Alsembourg, je ne sais pas si tu connais, mais un auteur un peu plus âgé, il a écrit un livre qui s'appelle... Je crois qu'il a revu le titre, parce que le titre était déjà très long, c'était « Notre manière d'être adulte fait-elle sens aux jeunes de demain ?» Et ça, c'est une grosse remise en question pour les parents, en tout cas, de se dire, OK, on est là à faire du bashing sur l'enfant, il ne fait pas ça, il ne range pas ça, OK. Mais qu'est-ce qui, nous, dans la vie d'adulte, les inspire? Est-ce que quand ils nous voient courir et être stressés et payer nos heures, se réclamer de la vie et on réclame de tout parce que c'est dur, parce que la vie est dure, mais ils n'ont pas envie de grandir, en fait. Ils n'ont pas envie de devenir adultes en entendant ça. C'est vrai. Et tout son livre fait un espèce de retracer en fait ce genre de choses. Après lui c'est un psychologue. Je trouve qu'il est vraiment vraiment intéressant. Je connaissais pas, mais voilà, ça me tente de lire. Ouais, c'est vraiment 3 livres moi que j'aime bien et que en tout cas c'est des choses qui m'ont fait réfléchir. Ouais. Super, merci beaucoup en tout cas. Et les gens, on affichera tout ce qu'il faut évidemment, toutes les informations et pour que les gens puissent te contacter. Ça va, ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà.